Je voudrais évoquer un problème de mémoire, ou plus exactement un problème de commémoration, qui a à voir justement avec l'histoire du monde et avec les embarras que nous pouvons aujourd'hui, en tant que lecteurs ou en tant que citoyens tout simplement, éprouver à l'égard de cette idée même que le monde a une histoire et que cette histoire, elle peut être racontée d'un certain point de vue. Embarras qui est un embarras historien, un embarras politique, un embarras citoyen et peut-être aussi un embarras mémoriel. La première fois qu'on a commémoré la conquête de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, c'était en 1892. On pourrait dire que c'est évidemment le 4e centenaire de la découverte de l'Amérique. En réalité, c'est le premier. C'est le premier conscient. C'est le premier à avoir été, en tant que tel, célébré. Et célébré comme quoi? Comme évidemment le premier moment d'une conquête par l'Europe du monde qui avait eu comme préalable sa connaissance. Cette vieille idée que Campanella, le théoricien de la monarchie universelle, avait exprimée au XVe siècle, à la fin, dans la moitié du XVIe siècle, dans donc la monarchie universelle, connaître le monde, c'est déjà à moitié l'avoir conquis. Cette vieille idée donc que ce qui a porté les Européens à la connaissance du monde avant l'appétit de puissance, avant l'appât du gain, c'était un désir de connaissance. Et que ce désir de connaissance, cette soif de comprendre, cette manière de vouloir cartographier, comprendre, appréhender le monde, on allait l'appeler grande découverte et on allait lui donner comme point d'impulsion cet événement qui n'en est qu'après coup, c'est-à-dire une fois que Christophe Colomb, revenu de ce qu'il croyait les Indes et persuadé d'avoir rien découvert d'autre au fond qu'une voie maritime pour saisir le monde connu, eh bien, une fois découvert, je dirais, l'ampleur de sa conquête. 1892, c'est donc la première fois que l'Occident, et on pourrait s'interroger sur cette notion même d'Occident qui arrime l'Europe de l'Ouest au continent américain, l'Occident donc se glorifie de cette découverte qu'elle effectivement constitue comme premier acte, comme baptême de l'occidentalisation du monde. À partir du moment où, en cette fin de 19e siècle, la mondialisation n'est qu'une des modalités de l'occidentalisation du monde. Et dans un livre qui s'appelle 1492, l'année admirable, Bernard Vincent fait l'histoire des différentes commémorations. Il y en a deux importantes, deux expositions universelles qui célèbrent Christophe Colomb comme héros O et AULT de la modernité. Celui qui annonce, celui qui prophétise, celui qui va précipiter au fond l'avènement du monde moderne. La première, la plus importante, la plus éblouissante sur le plan politique et technologique et industriel, c'est Chicago. 1892, l'exposition de Chicago qui fait pour la première fois de Christophe Colomb une sorte de héros positif, ce qu'il n'était pas avant, de la modernité et qui, évidemment, veut rivaliser avec les grandes expositions universelles européennes pour désigner quelque chose de très simple, qui est un transfert de puissance et qui désigne précisément à ce moment-là l'Amérique comme le nouvel Eldorado de l'espace industriel. Et de ce point de vue-là, 1892 est pour les Américains véritablement, je dirais, le moment innocent d'une commémoration colombienne qui décrit les prémices de la conquête comme,
au fond, un moment glorieux. Ça ne se passe pas tout à fait de la même manière à Madrid, où, évidemment, on célèbre aussi le découvreur. Mais on le célèbre dans un contexte, également en 1892, qui est, je dirais, compliqué, inquiété, assombri par ce qui, à ce moment-là, il ne faut jamais l'oublier, est une première crise de la décolonisation, puisque l'Espagne, à la fin du XIXe siècle, connaît effectivement la première contestation de son empire colonial. Et déjà, de part et d'autre de l'Atlantique, la grande geste colombienne, triomphale là-bas, plus inquiète ici, révèle son ambivalence. Mais si l'on se reporte 100 ans plus tard, et en 1992, donc, et à un moment justement où Bernard Vincent écrit le livre dont je m'inspire pour cette introduction. Là, tout a changé. Sur le plan mémoriel, tout a changé. Personne ne peut plus assumer, ne serait-ce d'ailleurs que le syntagme « la découverte de l'Amérique ». Tant, évidemment, ce syntagme, cet énoncé, porte en lui, avec, je dirais, d'autant plus de force et de virulence que ça reste inaperçu, un européocentrisme solidement établi et pas interrogé, puisque effectivement, il faut bien que quelqu'un implicitement découvre quelque chose d'autre et que c'était évidemment les Européens qui découvraient l'Amérique. Ça, à ce moment-là, l'expression même devient inaudible. Et c'est le moment, la fin des années 90, où la notion de rencontre, la notion de premier contact, d'abord dans l'historiographie américaine, ensuite dans l'historiographie européenne, eh bien, va recouvrir celle des grandes découvertes. Et ça me paraît intéressant parce que, d'une certaine manière, on voit là se constituer, disons, une mauvaise conscience qui est liée évidemment à la crise mémorielle dont on vous a sans doute déjà parlé. Ces années-là, les années 90 du siècle précédent, eh bien, constituent une première crise de la conscience, enfin, une crise de la conscience mémorielle européenne qui donc déclenche une commémoration très compliquée. Et vous savez qu'elle est même contestée aux États-Unis par des mouvements indiens, Native Americans, qui même contestent le nom même d'Amérique, qui, là encore, est un mot qui désigne clairement l'européocentrisme qui le constitue. Donc, d'une certaine manière, entre 1892 et 1992, ce qui a été mis en difficulté, mais par la mémoire, pas par l'histoire, c'est-à-dire au fond par la représentation qu'en ont les sociétés, pas par le travail des historiens eux-mêmes, c'est ce grand récit des grandes découvertes. Et c'est cette idée que, au fond, la mondialisation, c'est-à-dire le fait que la planète tout entière devienne l'espace de transaction de l'humanité qui est une, évidemment, ça on le sait depuis le XIXe siècle, il n'y a qu'une humanité, mais il y a plusieurs sociétés, et la manière qu'a l'humanité de produire des sociétés, c'est-à-dire de construire des différences avec de la distance, ça s'appelle l'histoire. Et donc, l'histoire du monde, eh bien, prend en charge deux phénomènes qui sont des deux phénomènes apparemment contradictoires, mais dont je tiens à poser d'emblée qu'ils doivent être compris dans leur ensemble. La connexion, l'histoire effectivement des rencontres, des contacts, de la manière dont l'espace mondial devient interdépendant, où les mondes se rencontrent, mais aussi ce qu'on appellerait volontiers les anti-mondialisations, tout ce qui fait obstacle à l'appréhension au fond d'une globalité du monde
Et d'une certaine manière, on peut dire qu'aujourd'hui, ce que nous vivons et ce que nous désignons du terme de mondialisation veut dire la même chose. Enfin, c'est deux choses. C'est-à-dire veut dire à la fois l'homogénéisation des modes de vie, des modes d'existence, et la résistance à cette homogénéisation par une prise de conscience de la nécessité, au fond, de la distance, de la différence, de la constitution des sociétés, des spécificités culturelles. Dans le livre auquel je n'ai fait que collaborer, l'Atlas global, mais qui vient de paraître aux éditions des Arènes et qui a été essentiellement dirigé par deux géographes, et qui sont des géographes culturels, Gilles Fumet, géographe de l'alimentation, et Christian Grattalou, géohistorien qui a construit justement des modèles pour comprendre comment les sociétés partaient, je dirais, en quête d'elles-mêmes. Dans ce livre, donc, l'Atlas global, nous avons tenté de rendre visible cette extraordinaire complexité de l'espace mondial qui s'homogénéise mais qui en même temps ne cesse de produire des différences. Tenez, je parlais de l'alimentation. Eh bien, il y a des cartes dans cet atlas sur l'alimentation. Alors évidemment, on peut le voir comme une sorte d'universalisation de la malbouffe, on peut le voir aussi comme une emprise de plus en plus forte de l'Europe et du Nord sur les garde-manger du Sud et sur donc la mainmise sur les denrées alimentaires par justement les marchés qui régulent la spéculation de ces dites denrées. On peut le voir aussi comme une unification des différentes cultures alimentaires, mais qui ne se déroule pas nécessairement dans le sens toujours de l'Occident vers le Sud. Par exemple, si on fait une carte du kebab, eh bien, l'Allemagne est une province de la Turquie. Et si on fait une carte du sushi, eh bien, on voit comment l'influence qui n'est pas considérée comme japonaise, qui n'est pas ressentie comme japonaise, mais qui est ressentie comme diversité culinaire, eh bien, étant une sorte de Nippon Way of Life, qui s'intègre d'ailleurs dans d'autres processus sociaux et toujours une autre carte est bien définie comment fondamentalement il y a 4 modèles de culture culinaire dans le monde selon que l'on mange debout, c'est le snacking, selon que l'on mange autour d'une table, c'est le modèle européen occidental gastronomique, selon que l'on mange par terre, comme en Inde, en Afrique, ou selon qu'on mange sur une table basse, comme précisément au Japon ou dans certains pays asiatiques. Donc tout cela crée, vous le voyez, une bigarrure du monde qui ne se réduit pas à son homogénéisation. L'histoire du monde, elle ne suit pas nécessairement les lignes de force des plus grandes, enfin de ce qui est mainstream, c'est-à-dire des plus grandes, des fortes pentes du devenir humain. Elle peut aussi s'attarder, elle peut aussi faire divergence, elle peut aussi se divertir vers, je dirais, des recoins du monde. Et la manière, l'épaisseur du monde, la manière dont les sociétés résistent à l'emprise, plus à l'emprise qu'à l'empire, eh bien, tout cela fait partie du programme. Et cela qu'on appelle Histoire-Monde, puisque c'est le titre qu'on a donné à cette conférence. Si on lui a donné ce titre, c'est, je pense, pour faire allusion en tout cas référence, à ce livre que j'ai donc avec Nicolas Delalande publié l'année dernière, non pas chez Verdier mais au PUF, qui s'appelle « Pour une histoire monde ». Et le titre même, je ne l'avais pas choisi non plus, donc vous voyez, je suis en train d'hériter beaucoup de choses. Je ne savais pas comment l'exprimer. L'histoire mondiale, ça ne me va pas. L'histoire du monde, World History, histoire connectée, c'est des labels, de tout cela, si vous voulez, je peux dire un mot. Ce n'est pas
follement intéressants, c'est des histoires, je dirais, de dénomination historiographique, mais je peux quand même en dire un mot. En tout cas, on voulait se frayer un chemin vers une histoire qui prenne en charge, oui, cette complexité, cette diversité d'allures, je veux dire de temporalité aussi, de tout un monde d'histoire qui ne se ramène pas à l'histoire du monde. Bah, disons un mot des labels. Vous avez sans doute entendu parler de la global history ou de l'histoire globale ou de la world history. Le fait même qu'on veuille le dire en anglais, eh bien dit d'évidence, sinon une dette, du moins un transfert. Ce qui est à l'œuvre, disons, depuis une vingtaine d'années, c'est l'idée qui me semble contestable, mais que pour l'instant je vous expose telle qu'elle nous est racontée, que l'historiographie européenne, alors qu'elle avait effectivement hérité d'une très belle tradition d'une histoire, disons, transnationale, d'une histoire aux horizons élargis que l'on peut ramener à un nom propre, Fernand Braudel et ses élèves, eh bien, de cet héritage braudélien, pour des raisons qui, à mon avis, sont aussi des raisons essentiellement mémorielles, on pourra peut-être en parler, c'est-à-dire d'un embarras de mémoire face au legs de Fernand Braudel dans l'historiographie, puisque Fernand Braudel est je dirais l'auteur de la Méditerranée, que vous devez connaître, bien sûr, cette extraordinaire, cette œuvre de libération dans tous les sens du terme. Et souvenons-nous qu'effectivement, ça a été pensé dans les années 30, mais rédigé à Lübeck, dans un camp de prisonniers, et rédigé sans note par Braudel, et le manuscrit que le MUSEM à Marseille expose comme une sorte de relique sacrée de notre ouverture au monde. Donc Fernand Braudel, c'est ça, c'est l'historien qui aura ouvert les fenêtres, mais pour ma génération, j'ai commencé à faire des études d'histoire au milieu des années 80, aspiré par ce grand large, espérant effectivement dans les promesses que cette école des annales nous offrait, et eh bien, nous avons vu se refermer cette fenêtre à notre nez par ce livre que je ne critique pas, mais enfin dont je constate, disons, l'étrécissement au moins des perspectives et des ambitions, l'identité de la France. Comment était-il possible que l'historien qui justement avait voulu échapper à l'emprise du national par cette histoire au long cours et de grand large qu'est la Méditerranée, nous referme la porte au nez, en somme, en écrivant à partir de 85, 87, 88 l'identité de la France. C'était quelque chose qui était difficile d'une certaine manière à comprendre et qui a créé, oui, je le répète, vraisemblablement un embarras de mémoire vis-à-vis de ce legs braudélien. Alors, d'une certaine manière, paradoxalement, l'école historique étant fort bien française, étant fort bien préparée à poursuivre cet effort de mondialisation de l'histoire, car l'histoire du monde n'est rien d'autre qu'un des effets historiographiques de la mondialisation de l'histoire. Le fait que nous avons des instruments pour communiquer, et si on veut bien prendre la peine de communiquer dans des langues communicables, eh bien, effectivement, au moins comme langue de travail, eh bien, élargir considérablement notre perspective. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une sorte d'embarras français qui fait qu'après les années 80, eh bien, alors que tous les moyens étaient là, et en particulier les moyens institutionnels, et l'histoire des ères civilisationnelles, l'histoire des ères de civilisation, notamment
dans une institution comme l'École des hautes études en sciences sociales, dont François Hartog, un des plus éminents représentants, eh bien, je dirais, cartographiait le monde de savoir qui ne demandait en somme qu'à être mobilisé pour une histoire du monde dont on se désintéressait. Et si on appelle aujourd'hui World History ou Global History ce regain d'intérêt pour la mondialité du monde, disons, eh bien c'est parce qu'on pense que c'est un retour du refoulé anglo-saxon, atlantique, qui nous rappelle à l'ordre du monde. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Et je pense que c'est plus compliqué que ça parce que cette histoire du monde qui intéresse aujourd'hui différents publics et différents historiens, c'est pas nécessairement l'histoire mondiale anglo-américaine, qui est une histoire très mainstream elle-même, très générale, qui s'est développée en même temps que se développait l'internationalisation des publics étudiants. Et évidemment, à partir du moment où plus du tiers des étudiants d'une université comme UCLA par exemple à Los Angeles est chinois, il est difficile de continuer à avoir des cursus universitaires qui ne parlent que de la guerre de sécession. Donc inévitablement, on s'adapte à ce que évidemment l'université française continue avec obstination à ne pas faire du tout. On s'adapte évidemment à l'état, je dirais, des savoirs. Bon. Mais cette World History-là, disons que c'est une histoire très générale, une grammaire des civilisations, qui est destinée à produire un grand récit, souvent assez mal documenté, et à de très longue durée. Et qui, de ce fait, est une histoire qui, au fond, n'est qu'assez minoritairement écrite par des historiens. Ce qu'on traduit actuellement sous le nom de World History, ce sont des travaux d'économistes, de démographes, de politistes, très rarement d'historiens. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. Pourquoi ? Parce que l'histoire, celle qui s'enseigne, celle qui se lit, celle qui s'essaye, se tente aujourd'hui, c'est une discipline qui s'accommode assez mal de ces grands récits mal documentés. C'est une discipline qui, au fond, ne peut produire comme preuve de sa probité, je veux dire, pour s'autoriser d'un régime de vérité spécifique, que sa méthode. Et la méthode de l'histoire n'a pas de philosophie, elle n'a qu'une méthode. Ou plutôt, elle a pour philosophie sa méthode. Et sa méthode consiste à, au fond, exhiber à chaque moment de son parcours l'administration de la preuve. Sa méthode consiste à produire toujours deux récits, le récit de l'histoire qu'elle mène et celui de l'historien qui peine à la mener. Qui peine parce que, évidemment, il est confronté à une pluralité de documents, à une difficulté pour les combiner dans un seul et même récit, et donc il doit faire montre et de sa bonne volonté et de ses difficultés pour, au fond, produire ce qui est devenu le maître mot, me semble-t-il, et intellectuellement et éditorialement, de ce qu'on attend d'un essai en histoire, c'est-à-dire une enquête. Une enquête ne vaut que si on sait qui enquête, qui est l'enquêteur, et qu'est-ce qu'il fait, et quel est son point de vue. Or, l'histoire globale n'a pas de point de vue. L'histoire globale, elle a effectivement comme objet d'envelopper le monde dans un récit surplombant. Elle considère qu'on peut faire un récit neutre
de phénomènes aussi généraux que la traite, l'esclavage, le climat, l'environnement, etc. C'est pourquoi opposer, sans qu'on doit y voir une quelconque conflictualité, mais opposé à ce point de vue de l'histoire globale, on pourrait placer l'histoire connectée. Ce qu'on appelle l'histoire connectée, c'est justement l'histoire des rencontres, l'histoire des premiers contacts, l'histoire de la manière dont les sociétés se connaissent, éventuellement se mélangent, se métissent, mais aussi possiblement s'affrontent, s'ignorent, restent indifférentes les uns aux autres. L'histoire connectée, c'est davantage qu'un programme, un protocole de recherche. Et ce protocole de recherche, il a été admirablement, je dirais, synthétisé dans un titre qui est celui du livre de Romain Bertrand qui a fait grande impression en 2010, l'histoire à parts égales. Qu'est-ce que ça veut dire, l'histoire à parts égales? Et qu'est-ce que racontait Romain Bertrand? Romain Bertrand racontait l'histoire de la première rencontre entre une frégate hollandaise qui était commandée par Cornelis de Houtman et qui, pour la première fois, pénétrait dans l'espace javanais en la fin du XVIe siècle, en 1598 précisément. Cette première rencontre, elle est importante pour les Hollandais. Elle est importante pour les Hollandais parce que la Compagnie hollandaise des Indes prend pied dans un espace qui est l'espace insulindien, qui était à ce moment-là, entièrement dominé par la puissance anglaise. Donc, du point de vue de l'équilibre des puissances européennes dans le monde, du point de vue d'une histoire qui est celle, au fond, de la projection de l'Europe sur le monde, eh bien, on peut faire une histoire glorieuse de cet épisode qui est l'arrivée de la flotte de Cornelis de Houtman dans la baie de Banten en 1598 et leur première rencontre avec des Javanais, ceux qui sont là, ceux qui arrivent. Et ceux qui arrivent, ce sont des fonctionnaires du palais. Et ce sont des aristocrates épris de convenance, très raffinés, islamisés. Ben, l'islam, ça veut dire les Chinois islamisés, ça veut dire les Malais, ça veut dire les marchands yéménites, ça veut dire l'ensemble de cette société cosmopolite qui, d'une certaine manière, fait de l'arrivée des Hollandais un événement relativement insignifiant pour les fonctionnaires du palais javanais, parce que des étrangers qui débarquent et qui roulent un peu des mécaniques, ils en voient tout le temps. Et ce que veut faire Romain Bertrand, c'est une histoire à parts égales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre autant de documentation d'un côté que de l'autre. Ne pas considérer que, évidemment, on va voir l'histoire depuis le pont supérieur de la caravelle de l'Européen qui triomphalement prend possession des lieux. Mais on va voir aussi l'histoire depuis le quai, effectivement, de Malabar ou de Goa, enfin de tous ces ports indiens, où sont également des institutions qui sont des institutions sociales, du commerce, de la transaction, etc. On va les voir des deux côtés. À parts égales, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire seulement on va essayer de lire autant de sources javanaises que de sources hollandaises. Ça veut dire on va les lire de la même manière. Ce qui n'est pas si évident. Parce que, si on y réfléchit bien, du point de vue, au fond, des habitudes que nous avons prises de l'anthropologie historique, de l'histoire européenne, nous attendons de l'exactitude. C'est-à-dire que nous allons spontanément attendre des sources hollandaises qu'elles nous renseignent sur les motivations des marchands, sur les mesures qu'ils utilisent pour commercer, sur la datation, et sur toute une série de faits qui vont nous permettre de reconstituer le récit.
Et puis, si on a le temps et si on est suffisamment bienveillant, on va lire quelques sources orientales qui vont nous renseigner sur ce qu'on va appeler poliment l'imaginaire. Et donc, d'une certaine manière, cette histoire, elle est naturellement inégale, puisque à nous les faits, à eux la féerie. Ça veut dire, d'une certaine manière, à nous le savoir, à eux la croyance, qui est une des lignes de partage les plus puissantes de la constitution de l'européocentrisme comme conscience qui universalise son point de vue. C'est ce que Bruno Latour appelle la construction de la modernité par le fait que nous croyons dans la croyance des autres. Nous croyons savoir et nous savons qu'ils croient. Et donc à partir de ce moment-là, ça va se répartir de manière inégale. Donc c'est très difficile de faire une histoire à parts égales. Ça suppose effectivement d'abord de prendre des petits espaces. Ça suppose de faire une utilisation intensive de la documentation. Ça suppose d'adopter une démarche qui est proprement micro-historique. Faire une histoire connectée, c'est au fond faire de l'histoire, c'est-à-dire ramener l'histoire à une densité documentaire, etc., que l'histoire globale, vue de trop haut, eh bien, ne peut pas considérer. Romain Bertrand a, dans son introduction, une expression qui me plaît bien et sur laquelle je voudrais rebondir. Il dit, au fond, si on considère ces premiers contacts uniquement à partir des archives de la rencontre comme des archives coloniales, si on dit, bah, tiens, par exemple, je vais faire l'histoire du monde à partir... donc, alors ça, c'est pour le XVIIe siècle. Pour le XXe siècle, ça serait de dire, bah, je vais faire l'histoire du monde à partir des archives de l'ONU. Le point de vue en histoire, c'est comme la projection d'une carte en cartographie. Toutes les projections sont fautives. Qu'on mette l'Australie au milieu, la Chine, etc. Tout est fautif, puisque par définition, on rend plat un monde qui n'est pas plat, qui est sphérique, et donc on a toujours, là, dans un système de projection géographique, on a toujours le choix entre tromper sur les angles ou tromper sur les proportions. Donc, on trompe toujours, mais on trompe rigoureusement. Donc, adopter un point de vue, c'est comme adopter une projection pour la carte, c'est savoir comment on va se tromper. Donc, de ce point de vue-là, aucun point de vue n'est préférable à un autre, puisque du point de vue, de n'importe quel point de vue, on peut tout voir, sauf son propre point de vue. Il y a un texte tout simple là-dessus de Heidegger qui dit les bonnes lunettes me permettent de voir le monde, mais si je vois bien le monde, je ne vois plus mes lunettes. Et pour voir mes lunettes, il faut que je les pose devant moi. Et ça s'appelle faire un pas de côté. Ça s'appelle changer de point de vue. Faire une histoire à parts égales. Voir d'abord les Hollandais, ensuite les Javanais et bouger. Voilà, c'est la seule solution. Bouger. Changer de point de vue. C'est quelque chose qui est important. Mais comment bouger ? Vous voyez que ce qui est en jeu dans l'histoire monde, c'est donc une question de récit, une question de narration. Je n'ai pas choisi ce terme, histoire monde, vous l'avez proposé pour la conférence, et vous l'avez proposé pour la conférence parce que c'est le titre de ce livre qui s'appelle « Pour une histoire monde », que je n'ai pas choisi non plus. Et c'est Ivan Jablonka qui l'avait choisi. J'ai dit oui, c'est une bonne idée. Ivan Jablonka, c'est l'historien, vous savez, qui s'intéresse, comme moi j'ai pu m'y intéresser, mais différemment, au rapport entre histoire et littérature. Et qui a écrit ce livre, Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, et récemment un autre livre qui en est comme le petit compagnon, le compagnon théorique, qui s'appelle L'histoire est une littérature contemporaine. Je pense que, comme lui, que l'histoire est une littérature contemporaine. Je pense, comme lui, que l'histoire a à défendre un point de vue, a à défendre un régime de vérité,
que je pense, comme lui, qu'il faut manifester, c'est le sous-titre de son livre, Manifeste pour les sciences sociales, il faut manifester socialement le fait que l'histoire défend, parce qu'elle a des procédures, parce qu'elle a des méthodes, un certain régime de vérité, qui n'en vaut pas un autre. Que être historien, faire profession d'historien, ça revient à tracer, en somme, les limites de l'arène des hypothèses recevables. On peut discuter de tout dans une certaine limite, et cette limite, c'est la limite qu'autrefois on appelait la limite des faits. Bon, c'est plus compliqué que ça maintenant, mais acceptons cette idée de la réalité sociale du fait. En deçà de cette limite, il n'y a pas de discussion possible. Il y a juste un enseignement. Bon. Le problème, c'est que l'histoire, ce n'est pas de la littérature. Mais que le seul moyen que nous ayons pour vous en convaincre est littéraire. C'est-à-dire que nous ne pouvons, au fond, défendre l'histoire comme une matière scientifique qu'avec des arguments littéraires, qu'avec une rhétorique. Bon. Et c'est pourquoi la question du récit, elle est fondamentale. Comment on va raconter cette histoire? Est-ce qu'on va la raconter depuis Saturne, comme l'histoire globale, globalisante, qui n'a pas de point de vue, et qui, comme elle n'en a pas, ou feint de ne pas en avoir, il y a de fortes chances qu'elle en ait un implicite très fort, et d'autant plus fort qu'il sera implicite, et d'autant plus insidieux qu'il sera informulé? Ou est-ce qu'il faut, effectivement, modestement, revenir sur Terre, destituer, je dirais, la majesté d'une histoire qui, sinon, eh bien, jongle avec les grandes catégories, les civilisations, l'islam, la chrétienté, l'Orient, l'Occident, l'Europe, les autres, voilà, pour arriver à des situations locales qu'on va densément décrire et qu'on va, au fond, dont on va tenter de trouver un mode de récit qui rendra compte de cette complexité. Et c'est pourquoi cette histoire qui dit le monde, qui dit tout un monde d'histoire, faute de mieux, parce qu'elle est tiraillée entre l'histoire globale et l'histoire connectée, Yvan Jablonka m'a dit, si on disait histoire-monde. Et je pense qu'il pensait à la littérature monde. Et j'ai dit, ouais, ok, d'accord. Bon, je ne suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire, mais peut-être qu'en discutant publiquement avec des gens, à la fin, j'arriverai à comprendre. À partir de maintenant, je pense, j'espère, mais vous allez voir, vous allez comprendre, par exemple, qu'il est absurde d'opposer l'histoire mondiale à l'histoire nationale. Que nous qui nous sommes intéressés à l'histoire du monde, nous ne cherchions pas particulièrement à dénoncer ou délégitimer l'histoire de France. Que vous allez voir apparaître des histoires globales de la France, qui ramèneront simplement la France dans un environnement mondial, et qui n'enlèvera rien à la légitimité du cadre national d'intelligibilité des phénomènes. Bon. Ce qui m'y a amené, c'est un livre, un gros livre, qui s'appelait L'histoire du monde au XVe siècle, qu'on a sorti en 2009, qui était un gros livre collectif, 70 auteurs, et qui racontait effectivement un moment de la mondialité qui ne se ramenait pas aux grandes découvertes. Au fond, ce qu'on a voulu faire, c'est un livre de presque 1000 pages, de 70 auteurs, qui multipliait les points de vue, où les termes de renaissance, grande découverte, modernité, arrivaient presque jamais. Au fond, ce qu'on a voulu faire, c'est une histoire qui défatalisait le cours de l'histoire. Une histoire polyphonique qui tentait le plus longtemps possible de se souvenir que l'occidentalisation du monde n'était pas une fatalité, qu'elle n'était pas jouée d'avance, qu'elle n'était pas inéluctable, que d'autres mondialisations étaient possibles, que si on envisageait l'histoire globale,
justement du monde au XVe siècle, avant la conquête des Amériques, avant donc ce qu'on appelle les grandes découvertes. Et si on ne l'envisageait pas seulement comme un prologue à ces grandes découvertes qui inévitablement les préparerait, les annoncerait, et donc les expliquerait, et donc les justifierait, alors on verrait que d'autres mondialisations étaient possibles. Et alors on retrouverait, ce qui moi m'intéresse dans l'histoire, c'est toujours l'étonnement, c'est toujours au fond, je dirais, le sens de l'incertitude, le fait que de l'incertitude et de la et des possibles non advenus. Ce que j'attends de l'histoire du monde, c'est ça, c'est de rebattre les cartes de la familiarité et de l'étrangeté. Je ne suis pas sûr que, et on en revient à la mémoire, que le rôle de l'historien soit toujours de conforter des identités, de nous y retrouver, de nous rassurer sur nos appartenances. Je pense que l'historien doit aussi, est là aussi pour inquiéter les savoirs. Mais inquiéter les savoirs, ça ne veut pas dire ne plus nous y retrouver, ne plus savoir où on habite. Ça peut vouloir dire aussi trouver en nous ce qui est étranger. Et c'est cela qui est très très beau aussi à la fin du livre de Romain Bertrand, sur laquelle je terminerai tout à fait parce que j'ai plus de plaisir et de facilité à parler des livres des autres que des miens propres, c'est que on a suivi à la fin, on avait suivi cet itinéraire des Hollandais à Java. Spontanément, on pensait qu'on allait être du côté des Hollandais et qu'on allait découvrir l'autre. Mais à la fin du livre, les autres, les Javanais, on les comprend mieux, mais les Hollandais, on les comprend moins bien. C'est-à-dire qu'on se rend compte que d'une certaine manière, ils sont vraiment bizarres, vraiment étranges, parce que c'est nous. Et au fond, je reviens ultimement aux questions des grandes découvertes. Michel Mollat, qui était un grand historien médiéviste de la navigation, avait participé en 1992 à ce 5e centenaire par un petit livre sur les grandes découvertes où il disait ceci: la grande découverte des grandes découvertes, c'est l'autre en nous. C'est-à-dire, au fond, ce qui nous est étranger. C'est-à-dire, finalement, le fait que cette histoire-monde, dont j'ai tenté effectivement de vous présenter, sinon les méthodes, du moins les aspirations, et vous avez reconnu ce qu'il y avait de littéraire dans ces aspirations, eh bien, elle vise à rien d'autre qu'à ceci, c'est-à-dire à inquiéter notre rapport à l'identité et à, au fond, ramener les catégories du familier et de l'étranger à une... non seulement à une complexité, mais à une ambition politique. C'est-à-dire qu'à la fin, ultimement, ce qui reste, je dirais, c'est la possibilité de faire l'histoire. C'est ce que François Hartog appelle croire en l'histoire. C'est-à-dire, ultimement, en défataliser le cours, ça veut dire que l'histoire comme manière d'agir sur elle, reste toujours possible. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire, mais pour engager, je l'espère, la discussion. Je vous remercie.